Bonsoir à tous et merci d'avoir rejoint le webinaire de ce soir. Comme je disais tout à l'heure, on attendait juste quelques minutes le temps au retardataire de nous rejoindre. Donc là, on va lancer quelques préconisations. C'est de couper vos micros pour qu'on puisse entendre, comme je disais tout à l'heure, et de couper vos caméras aussi, que ça ne perturbe pas les autres. À la fin, il y aura une session de questions-réponses. Vous pourriez ouvrir vos micros et poser toutes vos questions. Moi, je suis le docteur Lydie de Passitude. Du coup, le webinaire de ce soir aura l'agenda suivant. En premier, je vais vous présenter Passitude. Après, je vais vous parler des EVC et notamment des dernières actualités du CNG. On va parler de la préparation aux EVC, les différentes spécialités formées par Passitude et le déroulement de la préparation. On aura les témoignages d'anciens lauréats, bon, en espérant qu'ils ont pu se connecter, parce que ceux que j'ai contactés, c'était un peu compliqué, entre les gars, des astreintes, donc je ne sais pas s'ils sont là. S'ils sont là, ils vous feront des témoignages, sinon, ça sera peut-être une autre fois. Et à la fin, pour ceux qui sont gynécologues, il y a un cas clinique de quelques minutes, 30 à 45 minutes, qui est prévu à la fin, juste pour les gynécologues. Mais la présentation du premier point à l'avant-dernier point concerne tout le monde. Donc, voilà. C'est déjà quoi Passitude? Donc, je suppose que certains ici, certains sont là parce qu'ils nous connaissent, soit par YouTube, soit sur Facebook, soit sur TikTok, parce qu'on est vraiment sur tous les réseaux, soit par WhatsApp. Peut-être ils ont le numéro, ils ont eu le numéro de un des partenaires de Passitude et ils nous ont contactés. Donc, quel que soit le moyen, vous êtes à la bonne porte et je vais vous présenter c'est quoi en fait Passitude. Passitude, là, c'est cette entreprise qui est basée en France et notamment à Lyon, qui accompagne les étudiants et les médecins. Donc, les étudiants qui veulent poursuivre leurs études en France, donc on est plus orienté étudiants étrangers qui veulent poursuivre leurs études en France. Dans les différents services, on aura du coaching, conseil, orientation, soit pour les étudiants qui ne savent vraiment pas qu'est-ce qui, vers j'ai tel diplôme, je ne sais pas vers quel master m'orienter, vers quelle licence ou vers quel niveau 1 m'orienter. J'ai besoin de vos conseils. On vous oriente ou face à mes notes. Je ne sais pas si je serais plus pris en master de santé publique ou en licence de ceci. Bref, c'est ça l'orientation. Le coaching aussi s'adresse aux médecins parce qu'il y a il y a beaucoup de médecins qui ne savent pas comment exercer en France, quelle est la procédure, je veux me spécialiser, comment je fais. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Je vous prie de l'éteindre, s'il vous plaît. Donc, voilà un peu à quoi consiste le coaching. C'est pour toute question que vous posez, tant que ça concerne la France, vous pouvez postuler pour ce service-là. On vous aide aussi à la rédaction des CV, lettres de motivation, soit pour les études, soit pour la recherche du travail, soit pour la recherche de stages associés, concernant les médecins particulièrement. Recherche d'université et formation, là, j'ai face à moi les médecins, donc c'est plus pour les médecins qui cherchent peut-être des masters à faire. On les prépare, on les accompagne dans la procédure Campus France, pour ceux qui font la recherche dans les universités publiques. On les accompagne aussi dans les universités privées, pour ceux qui s'orientent vers les universités privées. Donc, il y a aussi l'accompagnement, visa, il y a la recherche de logement, la recherche de stage. Ceux qui arrivent déjà sur place, on va les aider à s'intégrer. Quels sont les moyens pour trouver des jobs, par exemple, l'alternance, comment ça fonctionne, les villes où les logements sont moins chers. Bref, tout ce qui concerne l'intégration, on ne vous lâche pas. Dès que vous arrivez, on fait en sorte que vous vous retrouvez bien, vous évoluez bien. Et c'est pareil pour l'accompagnement aux EVC. Quand vous réussissez aux EVC, vous n'êtes pas lâché dans la nature parce que ce n'est pas évident. Il ne suffit pas seulement de réussir aux EVC. Si vous êtes quelqu'un qui avait travaillé en France déjà,
Oui, ça peut encore être facile pour vous parce que vous connaissez déjà le système. Mais quand vous venez directement de l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, hein, l'Afrique de l'Ouest, les débuts peuvent être compliqués et nous sommes toujours là pour vous guider, pour vous faciliter l'intégration dans vos nouveaux services. Donc voilà un peu, je ne vais pas trop m'étayer sur le site. Ça, c'est l'équipe. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vous tapez juste passetude.com sur, sur Google et là, vous avez vraiment tout ce qui concerne Passetude. Vous pouvez nous contacter là sur l'onglet Contact. Voilà, donc c'est un peu ça. On explique un peu tout. Si vous avez même vos frères qui sont encore au niveau licence, master, vous savez qu'ils peuvent aussi faire appel à notre service parce que ce n'est pas que les médecins qui sont à la tête de Passetude. Donc voilà. Au fur et à mesure que je progresse, n'hésitez pas à noter vos questions ou à les écrire même dans la conversation pour qu'elles ne vous échappent pas. Comme ça, à la fin, on pourra répondre à ce que vous avez mis dans la conversation ou bien vous pourriez prendre la parole et comme ça, à la fin du webinaire, vous avez toutes les réponses à vos questions. Donc, je poursuis. C'est quoi les EVC? Donc, comme je disais tantôt, c'est un webinaire qui s'adresse aux médecins et surtout les médecins qui envisagent de travailler en France. Et pour travailler en France, l'étape première, c'est les EVC, épreuves de vérification des connaissances. C'est la première étape d'un processus qu'on appelle PAE, procédure d'autorisation d'exercice. Dans les EVC, en fait, c'est un concours. Vous faites le concours, vous êtes admis parmi les meilleurs dans une spécialité, par spécialité. Le nombre de postes est différent selon les spécialités. Donc, si c'est une spécialité où on veut 200 personnes, vous devez être parmi les 200 premières notes. Si vous avez la meilleure note, vous êtes parmi les premières notes, vous êtes admis et vous avez vos 2 ans d'exercice à passer dans un établissement hospitalier. Quand vous finissez vos 2 ans, vous déposez un dossier au niveau de la commission et après, on vous donne le numéro d'ordre. C'est là où vous avez fini la procédure d'autorisation d'exercice. Donc, l'EVC, c'est en fait la première étape, comme je disais tantôt, parce que beaucoup pensent que quand j'ai passé l'EVC, c'est fini. Ce qui est sûr, c'est le plus dur. C'est clair que les EVC, c'est l'étape la plus difficile parce que c'est la seule étape où on vous demande de faire un concours. Quand tu as déjà réussi le concours, il suffit juste de travailler et de bien se comporter, de montrer que vous êtes médecin. C'est tout ce qu'on vous demande, de montrer que vous êtes médecin. Et après, normalement, le chef de service est censé bien vous noter, vous envoyer à la commission pour qu'on vous donne votre numéro d'ordre. C'est un peu ça. Et ce concours-là est adressé aux médecins, aux chirurgiens dentistes, aux sages-femmes ou aux pharmaciens. Je dis ça pourquoi? Je précise pourquoi? Parce qu'il y a dans nos pays, il y a beaucoup de sages-femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent passer les EVC et travailler en France. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à aller passer aussi des formations. C'est vrai que nous, à Passetude, on ne prépare pas encore les sages-femmes, mais c'est important qu'elles le sachent quand même. Donc, quand vous avez réussi vos EVC et puis vous avez déposé votre dossier à la commission, et après validation, vous pourrez exercer comme tout Français qui a fait ses études en France. Donc, il y a normalement pas de différence, que ce soit au niveau de la pratique, que ce soit au niveau de l'évolution dans le métier, que ce soit au niveau du salaire. Bon, j'ai juste pris quelques petites questions que les gens me posent souvent. Qui peut postuler pour la PAE? Ce sont des médecins qui ont un diplôme hors Union européenne. Donc, si vous avez un diplôme de médecin en dehors de l'Europe, vous devez passer le concours des EVC pour pouvoir travailler en France. Et quand je parle de pouvoir travailler en France, je ne parle pas des stagiaires associés, je ne parle pas des faisans en fonction interne. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas, c'est pas ce que j'appelle travailler en France. Quand je dis travailler en France, c'est travailler comme médecin en,
avoir son plein exercice de médecin comme un autre médecin français. Parce que stagiaire associé FFI, qu'on appelle faisant fonction interne, tu travailles, mais tu as le statut d'un étudiant en spécialisation français, donc un interne. Donc, pour travailler vraiment dans un plein exercice de médecine, c'est pas la voie des EVC. Et d'autres questions que j'ai souvent, une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut choisir la spécialité qu'on veut? Non et un peu oui. Pourquoi je dis un peu oui? C'est parce que les médecins généralistes peuvent choisir entre 3 spécialités: médecine générale, gériatrie et médecine d'urgence. Donc vous pouvez choisir une des 3, jamais 2, jamais 3, une seule. Quand on peut composer les EVC, c'est dans une seule spécialité. On ne peut pas composer dans 2 spécialités en se disant: «Bon, si j'échoue là-bas, peut-être ici, je vais réussir». Non, on n'a pas le choix. Quand on dépose nos dossiers pour composer, c'est dans une seule spécialité. Et les médecins généralistes ont la chance de pouvoir composer dans une des 3 spécialités que je viens de citer. Maintenant, si tu n'es pas médecin généraliste, c'est-à-dire quoi? Si tu as fait médecine générale et après tu as fait une spécialisation, tu vas composer dans la spécialité que tu es, quoi. En fait, le pédiatre compose en pédiatrie. Après, le pédiatre peut aussi décider de composer dans les spécialités du médecin généraliste. Donc, il met son diplôme de pédiatrie de côté, on va dire ça comme ça, et il se présente avec son diplôme de médecin généraliste. Parce que de toute façon, la plupart du temps, dans les formations, dans les universités en dehors de l'Union européenne, on sort d'abord médecin généraliste, pardon, avant de faire la spécialité. Donc, les spécialistes ont toujours 2 diplômes la plupart du temps. Donc, ce qui fait que beaucoup de spécialités, ce qui fait aussi que quand les gens qui se présentent par exemple, dans la médecine générale sont très nombreux parce qu'en dehors des médecins généralistes de pure profession, il y a des médecins spécialistes qui préfèrent aller se présenter en médecine générale, parfois parce qu'il n'y a peut-être pas de poste pour cette année-là dans leur spécialité ou parce qu'il y a peu de postes. Donc, il y a certaines spécialités où on veut juste 10 personnes. Le pédiatre, le gynécologue ou le chirurgien se dit que d'aller concourir avec pour 10 personnes, je préfère au moins concourir là où on veut 300 personnes. Donc, voilà un peu. Si je ne suis pas assez clair, notez-le comme question et tout à l'heure, je vous répondrai. Comment s'inscrire? Il y a des gens qui se disent que l'inscription aux EVC est payante. Donc, sachez déjà que c'est totalement gratuit. Vous ne déboursez même pas 5 centimes pour une inscription aux EVC. L'inscription se fait sur une plateforme, c'est sur internet, vous ne vous déplacez pas. Donc vous êtes chez vous, vous connectez sur la plateforme du CNG et vous vous inscrivez. Vous avez besoin de votre pièce d'identité et de votre diplôme. Votre diplôme de médecin généraliste si vous concourez dans les spécialités qui concernent la médecine générale, c'est-à-dire urgentie, gériatrie et médecine générale. Vous avez en plus besoin de votre diplôme de spécialiste si vous concourez dans les spécialités. Donc voilà, donc si vous êtes médecin généraliste, vous partez concourir en pédiatrie, le dossier ne va même pas passer, on va rejeter parce qu'on ne va pas retrouver dans les documents le diplôme de spécialité. Et il y a des personnes qui me posent aussi la question, si je suis en cours de spécialisation, est-ce que je peux concourir? Vous ne pourriez pas parce que vous n'aurez pas le diplôme de spécialité pour prouver que vous êtes spécialiste. Donc voilà, vous avez une plateforme et la plateforme n'est ouverte que quand le concours est lancé. Donc quand le concours est lancé, tu as la plateforme, tu charges tes documents, pièce d'identité. La pièce d'identité, ça peut être le passeport, ça peut être le titre de séjour. Donc, que tu sois en France ou pas, tu t'inscris. Parce que tu n'as pas le titre de séjour si tu n'es pas en France. Et même ceux qui sont en France et qui ont un problème de titre de séjour, ils peuvent toujours s'inscrire parce qu'ils ont le passeport. En dehors du passeport, j'ai dit quoi? Le diplôme. Et pour certains qui n'ont pas fréquenté faire les études, pour ceux qui n'ont pas fait les études en français,
on vous demande une attestation de réussite en langue française, le TCF, qui correspond normalement au moins au niveau B2. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait les études en langue française, il faudra passer ce test-là. C'est important. Comme ça, on saura au moins ce que vous connaissez parler français, vous connaissez écrire français. Et bien sûr, pour un pays où on parle français, c'est très important. Donc, quand vous avez envoyé et lorsque vous faites vous remplissez les informations sur la plateforme, vous choisissez un ARS. Et il y a certaines personnes qui me disent souvent, est-ce que l'ARS est important par rapport, ou bien ça, est-ce que ça, on appelle ça quoi? Est-ce que ça a une incidence sur le résultat? Par exemple, est-ce que si je choisis ARS, Rhône-Alpes, j'ai plus de chances de réussir que si je choisis la région Île-de-France? Ça n'a aucune incidence, aucune. C'est juste que il faut bien qu'on divise les dossiers et que ça soit traité. Tous les dossiers ne peuvent pas être traités par une seule ARS. C'est juste ça. Et c'est important que ce soit là où tu vis, c'est l'ARS où tu vis qui traite ton dossier. Ça, c'est pour ceux qui sont en France. Ceux qui sont en France ont l'obligation de mettre l'ARS où ils vivent. Parce qu'on va voir tes documents et tout. Ce n'est pas normal que tu es en Lyon et on te traite le dossier plutôt en Île-de-France, non. Et ceux qui sont hors du pays, ils choisissent l'ARS qu'ils veulent. Si le nom est beau à vos oreilles, vous mettez, ça n'a aucune incidence. Et quand c'est comme ça, quand vous faites ça maintenant, on vous envoie un mail pour vous dire vous avez bien déposé le dossier et tout est correct, c'est pas rejeté, c'est accepté. Et après, vous savez juste que vous devez imprimer le papier pour aller composer, quoi. Donc, voilà. Je vous parle maintenant des dernières actualités du CNG. Ceux qui ne connaissent pas, le CNG, en fait, c'est le Centre national de gestion. C'est cette, on va dire quoi, plateforme ou structure ou entité. Bon, le nom entité, je crois que c'est mieux indiqué. Cette entité en France là qui s'occupe de tout ce qui est concours de santé. Le concours des médecins étrangers, le concours même des internes français, le concours des praticiens hospitaliers, parce qu'après les EVC, après le parcours, il y a ce qu'on appelle praticien hospitalier, c'est une autre procédure, mais c'est pas notre point, c'est pas le point du jour. Donc, juste pour vous dire que c'est cette entité-là qui s'occupe de tout ce qui concerne la santé, concours et tout. Et c'est important d'aller souvent sur ce site-là parce que toute information qu'il y a concernant les EVC, c'est sur ce site-là que vous allez trouver quelque chose de juste parce que les gens vont dire les rumeurs. Par exemple, cette année, beaucoup sont venus vers moi. Est-ce que me dit que est-ce qu'ils entendent beaucoup dire qu'on ne va pas lancer les EVC et tout. Il y a tellement de rumeurs comme ça. Ce n'est que sur le site de CNG que vous serez sûr de l'information. Parce que dans les groupes Facebook et tout, vous allez entendre de tout et de n'importe quoi. Donc là, depuis quelques semaines, donc, le CNG a publié une note pour vous confirmer donc qu'il y aura bien les EVC cette année. Donc, d'ici le mois de juin, on va lancer les inscriptions. Donc, apprêtez déjà vos documents parce que le mois de juin, c'est dans quelques jours là. Apprêtez déjà vos documents, on va lancer les inscriptions. Vous pourrez donc vous inscrire en ligne et le concours sera entre mi-octobre et mi-décembre. Là, on n'a pas encore de dates fixes, mais vous savez, vous connaissez déjà la période, vous pouvez déjà vous projeter. Au moins, vous pouvez déjà enlever de votre tête l'idée qu'il n'y aura pas les EVC. Et normalement, quand on lance les inscriptions en juin, vous savez normalement dans quelle spécialité on va lancer. Et souvent, ils mettent le nombre de postes, souvent pas. Parce que l'année passée, je crois que c'est même à la veille qu'on a le nombre de postes. C'était pas, bref, on n'a pas dit ça très tôt. Mais au moins, vous savez déjà que vous allez composer en mi-octobre et non en mi-septembre comme l'année dernière. Et on précise ici que les inscriptions seront par voie dématérialisée sur la plateforme comme d'habitude, en fait. Je poursuis. Du coup, concernant PASS études, les spécialités dans lesquelles nous formons, on forme en médecine générale, en gériatrie, en médecine d'urgence et à partir de cette année, notamment dès le 1er juin, il y aura gynécologie médicale et gynécologie obstétrique.
L'idée, c'est qu'on puisse augmenter les spécialités au fur et à mesure des années. Parce que, bon, nous, on s'est dit, ça ne sert à rien de prendre plusieurs spécialités à la fois. On y va pas à pas et en fonction aussi de la disponibilité des formateurs. Parce que vous savez comment le travail est assez intense. En France, c'est pas évident de libérer des formateurs parce que c'est vraiment de l'aide qu'ils font. En plus, au prix où nous offrons, c'est vraiment des formateurs engagés qui ont décidé d'aider aussi leurs confrères de leur pays respectif ou des amis et tout, pour venir aussi en France, quoi. Donc, voilà pour les spécialités. Et maintenant, comment est-ce qu'on fonctionne? On fait une séance en ligne par semaine de 2 heures. De 2 heures, le plus souvent, c'est le jeudi. Bon, c'est le jeudi. Après, en fonction du programme des formateurs, ils modifient souvent le jour. En fonction aussi, c'est aussi une entente avec les inscrits. Parfois, ils se disent, s'il y a plusieurs qui disent que non, cette semaine, on n'est pas dispo le jeudi et que ça, les autres sont d'accord, ça ne pose pas souvent de problème de changer de jour. On finit toujours par trouver un moyen. Mais pour avoir quand même un programme fixe, on se dit, bon, on met tous les jeudis de 2 heures, 21 23 heures. Et je pense que les gynécologues, pour eux, ça sera plutôt le samedi, pas le jeudi. Et après, comme je dis, tout ça, ça s'arrange aussi entre vous, avec vos formateurs. Ils sont assez flexibles, ils comprennent. C'est pas facile. Avec les gardes et tout, c'est souvent compliqué d'avoir la majorité des personnes disponibles à une certaine heure. Donc, on essaye toujours de trouver l'heure et le jour qui arrange presque tout le monde. Et après, de toute façon, chaque séance est enregistrée. Donc, si on n'arrive pas à avoir 100% de personnes à la séance, ce qui est souvent difficile, sachez quand même que vous aurez la séance enregistrée et vous pourrez la travailler après et revenir toujours poser des questions. C'est pas parce que vous étiez absent que vous n'avez plus le droit de poser les questions, ce que vous n'avez pas compris. Sachant qu'il y a un groupe WhatsApp où tout le monde, tous les inscrits de la même spécialité sont là. Vous pouvez poser des questions, discuter entre vous, poser des questions aux formateurs. Et c'est dans ce groupe WhatsApp-là que les formateurs mettent les cas cliniques que vous allez travailler le lendemain. Donc, le plus souvent, on met la veille pour discuter de ça le lendemain ou le matin en fonction aussi du niveau. Parce que souvent, on commence la veille, et après, on se rend compte que bon, les inscrits sont déjà un peu avisés, le message commence à passer. On les met plus à l'épreuve, on met plus souvent le matin pour dire que, OK, vous avez eu moins de temps pour préparer, comment est-ce qu'ils s'en sortent. Et après, chaque mois, on met en place un concours blanc où vous vous mettez vraiment dans les conditions des EVC, quoi. Vous essayez de vous concentrer pendant 2 heures de temps parce que les EVC, c'est 2 heures. Il y a 2 épreuves, une épreuve fondamentale et une épreuve pratique. Toutes les épreuves sont 2 heures. Dans le concours blanc, c'est pareil, c'est 2 heures. Vous essayez de faire vraiment votre épreuve en 2 heures et de nous la renvoyer. Comme ça, nous, quand les formateurs corrigent, on essaie de vous donner des remarques, de vous dire, bon là, la présentation de l'épreuve comme ça marche pas. Les réponses, la façon dont vous écrivez, c'est pas bon. Ça permet vraiment d'avoir un regard précis sur votre façon de rédiger. Et c'est quelque chose de très important pour les EVC parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la connaissance, mais la façon de rédiger, ça fait en sorte qu'ils ne réussissent pas aux EVC. Donc, un peu avant le concours, on a la phase intensive. Bon, cette année, on avait dit on allait commencer la phase intensive en juin, se disant que c'est comme d'habitude, c'est en septembre, mais comme maintenant tout a été repoussé, on va repousser aussi la phase intensive parce que ça ne sert à rien de commencer très tôt et se fatiguer. Donc, 2 mois ou maxi 3 mois avant le concours, on aura la phase intensive. Et du coup, la phase intensive va constituer en 2 séances, donc pas qu'une seule, mais 2 séances par semaine et toujours le concours blanc. Et après, on va discuter avec vous. Peut-être le dernier mois, ça sera que des concours blancs. Ça, c'est quelque chose qu'on ajuste aussi en fonction de comment les inscrits qu'on a en face de nous évoluent.
Donc, les séances, c'est quoi? C'est les cas cliniques qu'on traite et on profite des cas cliniques pour faire des rappels de cours, pour parler des dernières recommandations de l'HAS, on corrige les concours blancs. Dans les cas cliniques, souvent, on met certaines des anciennes épreuves. Ça permet aussi de revoir les anciennes épreuves. Donc, voilà. Et c'est en ligne. Donc, vous discutez directement avec le formateur, vous dialoguez directement avec les autres inscrits. Bon, c'est pas des cours qu'on vous donne, que vous allez lire, parce que certains se disent que nous, on donne des cours que vous allez lire. Nous, on ne trouve pas ça important, parce que les cours, ça se trouve un peu partout. Et quand vous serez dans vos spécialités respectives, vos formateurs vous diront, pour telle spécialité, voici les livres que vous devez acheter, voici les documents qui sont importants et tout. Sinon, de toute façon, les documents se trouvent partout. Ce qui est important plus pour nous, c'est de discuter vraiment du cas et de savoir comment on le rédige, comment on le comprend, comment comprendre l'esprit de l'épreuve pour pouvoir bien répondre et réussir aux EVC. Donc, c'est ça. Et c'est aussi important de savoir que c'est un travail qui, qui doit venir de vous aussi, des inscrits, parce que nous, on ne peut pas tout faire. On aura beau vous donner les cas cliniques, vous donner les réponses. S'il n'y a pas de discussions et que vous-même vous travaillez, ça va pas aller, quoi. Donc, on ne pourra pas marcher pour vous jusqu'à vous donner l'épreuve des EVC. Non, on ne l'a pas. Donc, le but vraiment, c'est de travailler au maximum en vous donnant aussi les conseils parce que, hormis les cas cliniques, on vous donne des conseils vraiment sur comment aborder les cas et comment présenter l'épreuve. Autre chose. Donc, ici, je vous ai mis 10 astuces. 10 astuces pour préparer aux EVC. Ce que j'ai l'habitude de dire aux gens qu'on encadre, c'est que c'est bien de préparer son EVC tôt. Parce qu'il ne faut pas attendre à 10 mi-octobre. D'autres vont se dire que, OK, si je me cale en septembre, ça va aller. Peut-être, parce qu'il y a toujours des gens qui sont super doués, il y a des gens qui sont super intelligents. Oui, peut-être. Mais l'expérience a montré que très peu de personnes réussissent à préparer le VC en 1 mois, en 2 mois. D'autres s'y prennent même 1 an avant, 2 ans avant. C'est pour ça que cette année, même depuis février, on a lancé au moins la préparation déjà pour mettre les gens dans le bain de réviser petit à petit. Parce que le programme est vaste, quelle que soit la spécialité. Et il faut élaborer un plan d'études détaillé. Donc, c'est bien de savoir quels sont les modules pour ma spécialité et de dire, j'ai déjà fait tel module, il me reste tel, et d'avancer au fur et à mesure, de se fixer des objectifs. Et il faut choisir des livres et d'autres ressources de qualité. Donc, ça ne sert à rien de dire que je ne vais pas préparer les EVC avec, avec les documents de l'USMLI. L'USMLI, c'est le concours des États-Unis. Ça ne sert à rien. Focalisez-vous sur ces documents français parce que c'est sur ça qu'on va vous interroger. On ne va pas vous interroger sur les spécialités canadiennes ni les spécialités américaines, non. Il faudra, et comme je vous disais tantôt, par spécialité, on vous conseille sur les documents. C'est vrai que la médecine générale, c'est vaste. C'est un peu de toutes les spécialités, donc c'est difficile vraiment de conseiller quelqu'un les documents. Mais la gériatrie, nous, dans nos documents phares, les gynécologues aussi, ils ont les documents de spécialité. Les urgentistes aussi, ils ont un peu leurs documents de spécialité. Mais restez sur des documents français. Maintenant, concentrer du temps à la résolution des cas cliniques et des anciennes épreuves, c'est important. Les cas cliniques, c'est pourquoi? C'est parce que ça vous fait travailler, surtout pour l'épreuve pratique où c'est une épreuve faite de cas cliniques. Ça vous fait travailler et ça vous permet de fixer plus les notions que vous avez révisées parce que vous aurez beau lire les cours. Sans cas clinique, c'est difficile vraiment de fixer. C'est vrai qu'on va dire chacun sa façon de faire, mais l'expérience a montré que contre les exercices, ça permet plus de fixer les informations, quoi. Les anciennes épreuves aussi, c'est très important parce que
Au moins, vous voyez comment les questions sont posées parce qu'il y a des gens qui partent au concours sans même avoir vu une seule épreuve. Ça, c'est pas bien. L'idée, c'est pas de faxer à la lettre les épreuves parce que de toute façon, les épreuves ne se répètent pas. Mais de savoir au moins comment est-ce que les patrons ont l'habitude de poser des questions et ça vous donne aussi des idées. Rester en bonne santé, bien sûr, parce que de toute façon, sans la santé, sans un sommeil adéquat, on ne peut pas réviser, hein. Donc c'est important de maintenir une bonne santé. Il y a des gens qui sont allés très fort dans leur révision, pas de sommeil, ils mangent, ils s'alimentaient pas bien et à la fin, ils sont tellement fatigués, même malades, même qui n'arrivent pas à bien composer le jour de l'évaluation, quoi. Ce n'est pas l'idée. Les révisions régulières, c'est important parce que de toute façon, quand on révise, vous allez vous rendre compte que vous révisez aujourd'hui. 3 jours après, vous avez l'impression que vous n'avez pas révisé. Ça, vous oubliez. Donc, pour consolider toutes vos connaissances là, il faut que ce soit régulier. Se dire, même si c'est 1 heure, au moins que ce soit 1 heure tous les jours. Si je fais même 5 heures cette semaine et que j'attends 2 semaines pour faire encore 5 heures, vous allez vous rendre compte que vous tournez en rond. Ça ne va pas vous aider. Et il faut repérer les modules où vous avez des lacunes. Si vous vous rendez compte que, par exemple, je suis médecin généraliste, et je me rends compte que c'est plus la cardio, ma bête noire, je mets beaucoup plus de temps en cardio. Ça va de soi, parce que je sais que si une question de cardio arrive, j'ai plus de chances de rater si je m'y mets pas. Donc voilà, sachant que c'est peut-être la partie pédiatrie de la médecine générale, ça, je m'y connais. Là, je m'attarde pas trop, je révise vite et je passe dessus. Donc, c'est un peu ça. C'est important aussi de participer à des groupes de préparation parce que travailler seul aussi, c'est compliqué. J'imagine que vu les longues études qu'on a tous fait, on s'est bien rendu compte de ça. Parce que seul dans sa chambre, c'est souvent compliqué. On perd même la motivation. Donc, si vous arrivez à trouver des personnes comme vous qui préparent le concours, c'est toujours bien de se faire un planning ensemble, se dire à quel niveau tu es, à quel niveau, qu'est-ce que tu as révisé cette semaine, on se met à quelle heure, on révise à telle heure. Et c'est justement pour ça que Pass Études aussi, c'est bien, parce qu'au moins tu révises avec des gens. Le fait de faire des cas cliniques avec des gens, tu te rends compte aussi de comment les autres sont en train d'avancer et toi, tu traînes le pas, ça crée aussi de la motivation. Sur WhatsApp aussi, les questions des autres, ça te permet de voir que, hey, il y a telle notion que je n'ai même pas commencé à réviser et tout. Pardon. Adopter des techniques de gestion du stress, ça c'est surtout même à l'approche du concours. Il y a certaines personnes qui disent que quand c'est à le concours là, j'oublie tout. Là, je crois que ça arrive à tout le monde. Donc vraiment, ça, je dirais que chacun connaît son corps. Certains livres demandent de respirer lentement, de méditer. D'autres qui s'y connaissent, ils font le yoga. D'autres font un peu de course pour évaporer un peu tout ce stress-là. L'idée vraiment, c'est de rester calme, de savoir qu'on a révisé et tout va aller pour le mieux, quoi. Et les concours blancs, c'est très, très important parce que tu te mets dans les conditions, tu vois, est-ce que je suis capable de traiter une épreuve en 2 heures? Et comme je dis tantôt, il ne faut pas traiter à la maison en 2 heures parce que le jour de l'épreuve, vous aurez besoin de 3 heures. Parce qu'entre tout ce qui se passe le jour de l'épreuve, le stress et tout, vous n'allez pas finir. Donc, l'idéal, c'est qu'à la maison, surtout que vous êtes dans votre cadre habituel, c'est que vous vous arrangez toujours à traiter votre épreuve en 1 h 30 maximum pour être sûr de finir l'épreuve le jour du concours. Donc voilà, au moins vous êtes habitué d'être dans ce cadre-là. C'est pour ça que nous, à Pass Études, on insiste sur les concours blancs. Parce qu'on se dit que de toute façon, tu t'habitues à rester dans ce cadre-là, surtout pour les médecins qui travaillent depuis longtemps. Ça fait des années, ils n'ont pas été confrontés à des examens et tout. Donc, rester juste dans la chambre à lire. Et le piège aussi avec les anciens médecins, ils se disent que bon, je vais lire de toute façon sur les pathologies que je vois tous les jours en clinique. Ça va aller, j'ai même pas besoin de trop réviser. Je vais aller composer ou bien je lis juste, je révise vite et ça va aller. Pourtant, c'est vraiment la rédaction, de regarder, faire son concours blanc là, qui te travaille
qui travaille un peu cette capacité à se remettre dans les examens et tout pour être prêt pour le jour de l'évaluation. Donc, surtout pour les anciens médecins, ne tombez pas dans ce piège-là, de se dire, je fais ça tous les jours, ça va aller. Utilisez plutôt le fait de faire ça tous les jours pour réviser à fond et d'avoir déjà ce côté pratique-là déjà ancré et ajouter à ça la lecture que vous allez faire, vous aurez plus de chances de réussir. Et après, bien sûr, sur le terrain, c'est clair que vous en sortez toujours les plus. Bon, c'est quelques formateurs que j'ai laissés. On a Dr Arnold, Dr Patrick, Dr Lydie, Dr Yolande, Dr Franck, Dr Long, Dr Pierrot, Dr Hervé, Dr Michel, Dr Anissé, Dr Inès. Je ne sais pas s'ils sont connectés pour qu'ils nous fassent quand même un petit bonjour. Oui, bonjour Lydie, je suis docteur Anissé et bonjour à tous ceux et celles qui sont connectés. Ok, super. Ça, c'est le formateur des gynécologues. Est-ce qu'il y a un autre formateur qui nous dit un bonjour? Oui, bonjour Lydie, bonjour à tous. Je suis Patrick, je suis formateur en gériatrie et je suis très content qu'on soit si nombreux pour ce webinaire. Je vous souhaite beaucoup de courage et bienvenue dans la famille Passe Études. Super, merci docteur Patrick. Est-ce qu'il y a une autre personne? Bon, peut-être les autres n'ont pas pu être là, c'est pas grave. Sinon, vous aurez tous l'occasion de les rencontrer durant les séances, soit de médecine générale, soit de gériatrie, soit de médecine d'urgence, soit de gynécologie. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas inscrits, parce que je vois les noms aussi de ceux qui sont déjà inscrits. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, de vous inscrire dans une des spécialités. Vous aurez l'occasion de discuter avec les médecins. Docteur Michel, on t'écoute. Allô, bonsoir à tous. Moi, c'est Dr Yebria Michel Yvan, lauréat aux derniers EVC de gériatrie en 2023. Je tiens à faire un coucou particulier, Dr Lydie, Dr Arnold, Dr Patrick. Bon, c'est les traumatiseurs, hein. C'est-à-dire qu'ils nous ont franchement traumatisés en matière de formation, mais c'était un traumatisme positif. Nous a permis de nous remettre en question, de rester focus sur l'objectif et de rester concentré. Et voilà, le résultat a été vraiment positif. Pour ce qui est de la formation a été, bon, c'était une première pour le groupe Passétude, je crois. Donc, la formation a été axée sur une durée de 3 mois, si je ne me trompe pas. Bon, il y a eu, c'était très intense. C'était minimum une séance tous les 2 jours ou oui, une séance tous les 2 jours avec généralement un examen blanc par mois, pas bien. Et voilà. Donc, nous avons été encadrés, nous avons été coachés. Il y avait un coaching qui était effectué, il y avait un encadrement, on va dire, personnel, parce que là, avec les corrections les corrections des différentes épreuves, il y avait des remarques personnelles sur chaque candidat. Voilà. Et pour ce qui est aussi de l'encadrement, les encadreurs étaient disponibles, ils étaient compréhensifs, ils s'adaptaient à tous les profils. Donc, voilà, je ne peux que souhaiter qu'ils puissent continuer sur cette même élan et
beaucoup de chance et beaucoup de courage à tous nos frères et sœurs qui viennent pour préparer ce nouvel examen. Pour ce qui est de l'examen en lui-même, moi, je vais dire que maximum, c'est 40 et 20%. 40, on va dire 40, je mets tout dans le domaine. 40, c'est la chance. Vraiment, c'est tous ceux qui arrivent dans la salle des examens, ils sont préparés, hein. Ils sont préparés. C'est un concours, donc on suppose que tout le monde a des bases gériatriques solides. Mais maintenant, ça dépend de la manière dont tu t'es levé, ça dépend de la manière dont tu as pu gérer ton stress, euh, ça dépend d'un paramètre. Il y a beaucoup de paramètres extérieurs pour maîtriser. L'autre 40%, c'est vraiment je vais dire, c'est vraiment la préparation parce que au niveau du concours, au niveau du jour J, c'est des automatismes. Parce qu'une question, le dernier EVC, l'épreuve fondamentale en gériatrie, par exemple, c'était près de 36 questions, si je ne me trompe pas. Et pour chaque question, il y avait maximum une minute. Maximum une minute. Et si tu t'amuses à réfléchir sur 1 minute 30, voire 2 minutes sur une question, là, c'est sûr que tu ne vas pas finir toutes les questions. Donc, il y a la préparation qui est très importante, gérer les automatismes devant tous les syndromes gériatriques, devant certaines pathologies. Il y a des mots-clés. Tout ça, c'est une préparation, c'est des automatismes. Et je pense les 20 derniers pourcents, c'est des connaissances individuelles, hein. Donc, voilà à peu près que j'encourage chacun d'entre nous. C'est C'est un concours que tout le monde peut réussir. Il y a seulement une méthode qui devrait être fixée. Il y a une certaine discipline personnelle en fonction des objectifs de chacun. Par la suite, il y a une, on va dire quoi? Il y a une endurance, le fait de rester focus, le fait d'être toujours présent lors des webinaires, le fait de participer aussi, parce que c'est très important de participer, même si on dit des conneries, parce que quand on croit tout connaître et qu'on laisse les autres ne pas participer, en fait, on fait des erreurs. Il faut participer et accepter qu'on soit corrigé. Donc, il y a une humilité, accepter qu'on soit corrigé, accepter qu'on soit encadré, considérer qu'on ne connaît rien du tout. Ça, c'est très important pour que l'encadreur puisse vraiment nous diffuser les connaissances essentielles pour la réussite de l'examen. Et bon, moi, je vais dire, quand je parlais des 40 premiers pourcents, pour ceux qui croient, il faut beaucoup prier, hein, parce que il y a trop de paramètres extérieurs qui, en fait, peuvent perturber ton concours, quoi. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire pour un premier jet de mon retour sur ces examens. Merci beaucoup, docteur Michel. Vraiment, grand merci. Je suis sûre que ton allocution va beaucoup aider ceux qui sont connectés aujourd'hui. Je pense que docteur Safia n'a pas pu parler à travers son micro. Donc, je vais lire ce qu'elle a écrit. Je m'excuse, est-ce qu'on pourrait poser une question à docteur qui vient de discuter? Sinon, Docteur je tomberai dessus. Oui, oui, vas-y, parce que je ne sais pas s'il aura le temps de rester jusqu'à la fin. Donc, profitez qu'il soit là où il posez vos questions. Ok, ah oui, ok, j'en profite. Alors, merci de me passer la parole, docteur Calmi, à l'appareil. S'il vous plaît, c'est juste pour savoir par rapport à la gériatrie. Déjà, merci pour les encouragements, merci pour ce que vous faites par rapport à à la préparation de ce webinaire qui va beaucoup nous aider, qui sera peut-être déterminant pour ça. Donc, ma question s'adresse au docteur, bon, ou bien à vous aussi, de façon générale, par rapport à la gériatrie. Vous avez dit un médecin généraliste peut participer. En fait, je me demande alors, quelle est de façon rapide, comme ça, ramasser
les livres que vous conseillez le plus pour préparer et surtout après, les livres pour les cas cliniques, en fait. Donc, s'il faut dire un livre pour la lecture et des livres pour les cas cliniques, qu'est-ce que vous proposerez, s'il vous plaît? Ce sera tout. Yaya, bois du thé. Si tu finis, tu me dis. Si tu n'es pas rassasié, tu me dis, je te donne le pain. Il y a beaucoup d'interférences là, si vous pouvez couper vos micros. Euh, bon, le docteur Lydie a abordé cette question, je pense, tout à l'heure, disant que vraiment, euh, il y a des documents multiples et variés, mais principalement, il y a le collège des enseignements de gériatrie, des enseignants de gériatrie, déjà, qui est un très bon référent euh, pour ce qui est de la gériatrie. Et ensuite, il y a l'HAS, qui est, voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres documents que vous pouvez chacun avoir, mais nous, on avait généralement le collège, bon, sur ce qui est de la préparation, ce sur quoi ils nous ont orientés en premier lieu. On avait le collège des enseignants de gériatrie et on avait l'HAS, les dernières recommandations de l'HAS. Maintenant, eux aussi, de par déjà leur spécialisation, leur formation, ils nous ont apporté d'autres informations en plus qui sont d'ordre pratique. Merci. Docteur, et pour les cas cliniques, j'avais posé une question à deux volets. Pour ce qui est des cas cliniques, vous allez trouver des cas cliniques un peu partout, hein. Ça, c'est, vous allez trouver des cas cliniques un peu partout, mais ne serait-ce que déjà maîtriser les cas cliniques qu'on fait chaque soir. Moi, je pense que c'est chaque séance de webinaire, parce que les cas cliniques, chaque séance de webinaire, si vous avez la capacité de le faire et de le refaire, c'est déjà un gros plus. Voilà, parce que quoi qu'il en soit, ces cas cliniques, vous allez même en trouver certains cas cliniques dans le collège d'enseignement de gériatrie. Déjà, collège d'enseignement de gériatrie, il y a des cas cliniques. En plus des cas cliniques qui sont soumis tous les 1 ou 2, tous les 2 jours, une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, je pense que c'est largement suffisant. Le truc, c'est beaucoup plus traiter de manière avoir un regard gériatrique, connaître les mots-clés devant les pathologies qui sont couramment retrouvées en gériatrie et beaucoup plus aussi la rédaction. Moi, je pense que ça ne sert à rien de traiter 1000 cas cliniques ou 5000 cas cliniques si on ne connaît pas comment rédiger, quels sont les mots-clés, comment agencer les mots-clés devant une pathologie gériatrique, quel est le protocole de prise en charge sans trop bavarder en 2 ou 3 mots. Voilà, c'est ça qui est le plus important pour le concours, à mon avis. Merci, docteur Michel. Merci beaucoup. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de documents pour cas cliniques, docteur qui a posé la question. Les cas cliniques avec lesquels vous allez vous entraîner, c'est les cas cliniques qui viennent du collège des enseignements de gériatrie. Donc, à la fin, il y a beaucoup de cas cliniques pour s'entraîner. Et après, nous, on a nos cas cliniques, mais ça ne vient pas d'un document en soi. On a nos cas cliniques de par les différentes formations qu'on a eu à faire depuis qu'on est en France. Mais on ne peut pas vous conseiller un document, qu'aller acheter ce document, vous aurez les cas cliniques. Donc, voilà un peu. Et le document que le docteur Michel n'a pas cité, c'est Gériatrie pour le praticien. Ça aussi, c'est un très bon document de gériatrie qui est bien complet, sauf que ça n'a pas de cas clinique. C'est vraiment les coûts et c'est très complet. Si vous voulez, j'avance, comme ça je lis le témoignage d'une deuxième lauréate qui a bien voulu partager son expérience. S'il vous plaît, docteur Lydie. Oui, oui, C'est oui. docteur Loanga Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir.
Je m'en vais remercier Dr Michel pour ce témoignage percutant. Je reviens sur le document à utiliser, hormis les collèges et les enseignants de gériatrie qu'il a cités, les cas cliniques que vous venez de renchérir des collèges et des enseignants de gériatrie, ainsi que la gériatrie pour le praticien. Il a parlé de quelques recommandations de HR. Si il peut nous aider à nous épeler les lettres, comment ça s'écrit, parce que ça va faire objet d'une recherche. Ce sont des mots-clés, par exemple, pour nous, parce que la gériatrie, c'est une spécialité. Merci. HR. HS. Ça s'écrit comment? Grand H, grand A, grand S. En fait, Ok. HAS, c'est Autorité de la santé. Donc, ce sont les recommandations. Par exemple, en gériatrie, si on veut parler des chutes, pour dire quand un patient âgé chute, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quels sont les facteurs de risque? Quels sont les examens complémentaires à prescrire? Donc, c'est vraiment des recommandations données par la Haute Autorité de la santé. Et c'est bien de les réviser parce que c'est ça la référence. Quand on va vous poser la question concernant les chutes, c'est dans ça que vous allez chercher la réponse. Donc, c'est pour ça que le docteur Michel a parlé de ça. Et c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup dans nos cas cliniques quand on les traite, parce que les vraies réponses, du moins les réponses que les patrons français attendent, ce sont des réponses qui viennent des recommandations. Il y a une deuxième lauréate de gériatrie qui veut parler, si elle veut bien, docteur Ingrid, si elle est là. Oui, allô, bonsoir, docteur Lydie. Bonsoir à tout le monde. Allô? Oui, bonsoir, on t'écoute, docteur Ingrid. Ah, d'accord. OK, avant de commencer, je vais remercier les différents encadreurs, docteur Lydie, docteur Arnold, docteur Patrick, pour la formation qu'ils nous ont donnée. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps depuis pour vous remercier. Donc, je profite donc. Je dirais que Pass Études m'a permis de débloquer la peur que j'avais pour faire les EVC, pour faire le concours des EVC. Parce que mon histoire déjà, je vais vous dire, mon histoire, en fait, je suis chirurgienne de base, donc chirurgienne pédiatre, donc j'ai abandonné la médecine générale depuis. Et quand je suis venue en France, le fait qu'il n'y avait plus on ne lance plus de concours en chirurgie pédiatrique, ça a été compliqué pour moi. Donc, j'ai voulu changer et j'ai choisi la gériatrie. Donc, on a lancé le concours. Il ne restait que 4 mois hein, pour préparer le concours. Donc, je me demandais, est-ce que c'est possible avec le fait que je n'ai plus fait la médecine générale, je ne sais pas, même le stéthoscope, là, je ne sais même pas comment j'ai tout ça. Je me demandais, mais est-ce que c'est possible? Donc, c'est là où j'ai écrit à Dr Lydie que, mais est-ce que tu penses qu'en 4 mois, quelqu'un peut préparer ce concours jusqu'à réussir? Elle me dit, oui, c'est possible. Donc, du coup, je m'inscris à leur formation. Leur formation c'était juste 3 mois de formation qui commençait en juin. Donc, ce qui était déjà bien au début de la formation, c'est ce cours, elle a présenté même aujourd'hui les astuces de préparation qui sont très importantes. Parce que si on réussit à faire ce qu'elle dit, vraiment, c'est un premier pas pour avoir le concours, en fait. Donc, du coup, après ce premier cours, ça m'a donné un peu plus de motivation, un peu plus de motivation. Et puis, au cours de la formation, il faut dire que déjà, la formation se fait 3 fois par semaine. Donc, ce qui fait que ça permet de développer une certaine aptitude lors des épreuves. Donc, si 3 fois par semaine, tu travailles en gériatrie 3 fois par semaine, c'est vraiment un plus. Donc, le fait que les encadreurs sont accessibles aussi, c'était très bien. Et puis, le fait qu'il y ait aussi plusieurs encadreurs, donc ils sont 3, ça fait que chacun avait sa spécificité. Donc, on gagnait beaucoup. Et la résolution des cas cliniques aussi, qui était la formation qui était très interactive. Donc, entre nous-mêmes, on discutait
ça permettait je ne sais pas, ça permettait qu'on retienne plein de choses. Donc, lorsqu'on finissait une séance comme ça, tu as retenu plein de choses, tu peux rapidement aller réviser et les choses restaient. Donc, ce sont des avantages de passe études. Et puis, les examens blancs. Les examens blancs, c'est un truc très important qui a permis vraiment de développer la confiance. Lorsque j'étais dans les épreuves, même en ça, je n'ai pas trop paniqué parce que quand je faisais les examens blancs, je me mettais vraiment dans les conditions des examens. Je fermais vraiment la chambre, aucun bruit. Il m'arrivait de fois de trembler même devant la feuille, en plein examen blanc à la maison, que personne ne me suivait. Donc vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc les examens blancs qui étaient très importants. Et puis, dans les astuces, vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, je vais appuyer ce que Dr. Lydia a dit tout à l'heure, c'était la révision régulière. Il y a un seul jour que je n'ai pas lu. Un seul jour que je n'ai pas lu. Et c'était le lendemain du jour qu'on a fait le premier examen blanc où j'étais la dernière, j'avais eu 5. Et le jour-là, je me suis découragée. J'ai dit, docteur, il dit, moi, je suis découragée. Et elle m'a dit non. Et elle a revu ma méthodologie de travail. Donc, pour dire aussi que les enseignants sont là, même si vous avez des problèmes, des soucis personnels, vous pouvez les écrire. Ils vont vous aider sur le plan de la motivation, sur le plan, vous aider dans votre méthodologie de travail, en fait. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. J'encourage tous ceux qui veulent vraiment se lancer à passe études pour préparer le concours. Vraiment, vous n'allez pas regretter. Merci. Merci beaucoup, Dr. Egrid. Merci. J'espère que ton témoignage va beaucoup élucider tout le monde qui veut présenter les EVC. Ce n'est pas pour faire la publicité des gériatres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de me dire que je fais trop la publicité des gériatries. Ce n'est pas pour faire la publicité des gériatries. Les astuces qu'on donne pour étudier, les conseils sur comment passe études fonctionne, c'est la même chose que ce soit médecine générale, gériatrie ou genre. J'ai seulement la chance que ceux qui font gériatrie veulent parler, veulent partager, mais sinon, sachez que c'est le même fonctionnement qu'on a dans toute l'équipe. Donc, ce n'est pas pour faire une publicité de la gériatrie. La gériatrie, vraiment, c'est fait pour les personnes quand même qui sont à l'aise face à la personne âgée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne âgée, vous aurez beaucoup de soucis. Et l'idée, ce n'est pas de faire une profession dans laquelle chaque jour que vous allez rentrer, vous allez tirer la tronche, vous serez fatigué, énervé, tout ça. Ce n'est pas le but. Donc, faites vraiment ce qui vous plaît. Et quelle que soit la spécialité à passe études, on essaye de vous donner les informations importantes pour passer. Bon, docteur Safia qui a écrit par message, elle dit qu'elle a passé une très belle expérience avec passe études. Donc, elle n'a pas donné trop de détails, mais je pense qu'avec docteur Michel et docteur Ingrid, vous avez eu assez de détails. Si vous permettez, je ne sais pas si j'avais une autre page de ma diapositive. Bon, je suis passé, c'est vraiment à la fin. Comme je disais tantôt au début, vous pouvez nous retrouver sur n'importe quel réseau social, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, Facebook, donc, ou par WhatsApp même, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent directement sur WhatsApp, n'hésitez pas. Ou par mail, le moyen qui vous arrange le plus, sachez qu'on vous répondra, même si ça prend souvent un peu de temps. Surtout quand on lance des webinaires comme ça, c'est tout le monde qui écrit, on reçoit des centaines de messages par jour. C'est pas souvent évident de suivre, mais on finit toujours par vous répondre. Donc, voilà. Là, maintenant, c'est la phase de questions-réponses. Sachant qu'après, comme je vous disais, il y a les gynécologues qui vont se retrouver pour partager un petit cas clinique pour déjà vous mettre dans le bain de la préparation en gynécologie qui commence le 1er juin. Comme ça, avec les formateurs de gynécologie, ils vont tout vous expliquer, ce qui est vraiment spécifique à leur spécialité. Donc, voilà. Ceux qui veulent avoir une idée sur comment on fonctionne dans les autres spécialités,
faites un tour sur notre page YouTube. Il y a certains extraits des séances de préparation que nous avons mis sur YouTube. Vous pourriez voir comment ça se passe. Et voilà. Alors. Donc maintenant, pour les questions, je vais commencer par les questions écrites avant d'aller aux questions orales, avant de vous donner la parole, quoi. Bonjour, pour s'inscrire, ça c'est EVC. Non, il y a bonsoir, on peut candidater combien de fois? Vous avez quatre chances, pardon. Donc, vous pouvez vous inscrire 4 fois. Si vous n'avez pas pu passer les 3 premières fois, vous avez une quatrième chance. Après la 4e chance, vous ne pourrez plus vous inscrire. Ça, c'est Dr Lynn qui pose la question. Il y a un autre médecin qui dit « Bonjour, pour s'inscrire sur la plateforme, l'unique pièce d'identité à présenter, c'est le passeport. Et pour ceux qui ne sont pas encore en possession de leur passeport, ne peuvent pas postuler. » Je pense qu'on accepte aussi la carte d'identité. Hein. On accepte la carte d'identité, mais c'est toujours bien d'avoir son passeport parce que de toute façon, si vous réussissez, dans les mois qui suivent, vous devez voyager, il faut le passeport. Mais si je pense qu'on accepte la carte d'identité, je vais me rassurer parce que dans ma tête, j'ai toujours passeport et titre de séjour. Mais je pense qu'on accepte la carte d'identité. Oui, Lydie, je vais juste dire un mot là-dessus. En fait, il s'agit de la pièce d'identité, d'une pièce d'identité. Mais idéalement, puisque nous sommes à l'international, j'imagine que effectivement, ceux qui sont dans ce webinaire sont autres pour la plupart que des Français. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être des Africains, ils peuvent être de l'Europe de l'Est ou d'ailleurs, ou des Américains. Donc, bref, c'est idéal, c'est la pièce d'identité ou passeport. Et comme pour venir composer, au moins, il te faudra bien ton passeport. Idéalement, il est souhaitable d'avoir déjà son passeport pour pouvoir postuler. Merci, Dr. Alice, merci pour l'ajout. Est-ce qu'on peut s'inscrire avec l'attestation du diplôme de spécialisation en gynécologie à la base du diplôme? Docteur Anissé, je te laisse répondre. OK, donc il est important de savoir, c'est une attestation du diplôme de fin de cycle. C'est possible de s'inscrire avec. Je connais des gens qui ont réussi leur examen et qui n'ont pas de diplôme, mais qui n'ont qu'une attestation pour l'année passée. Donc, mais ce n'est pas une attestation de passage de 5e ou de 4e année. Ce n'est pas une attestation de soutenance, c'est différent. C'est une attestation de réussite de fin de cycle. Il faut que ce soit bien élaboré comme ça sur votre papier parce que c'est important. Si c'est une attestation de soutenance, non, ça ne passe pas. Si c'est une attestation de passage d'un niveau à un autre, ça ne passe pas. Donc, c'est important parce que effectivement, il y a des universités qui traînent avant de donner effectivement le diplôme. Mais si vous avez l'attestation de fin de formation en études, quoi que ce soit, spécialisées ou en études de médecine générale, c'est possible d'être admis pour composer. Ok, merci, docteur. J'espère que vous avez eu votre réponse. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de tout faire pour avoir le diplôme. Mais on connaît vraiment comment nos universités fonctionnent. C'est souvent compliqué. Parce que des retours que moi j'ai, c'est qu'il y a certains que c'est passé, d'autres c'est pas passé. Bon, docteur Anissé dit qu'il y a une différence entre attestation de diplôme de spécialisation en fonction de comment c'est intitulé. Ça, moi, mon souci avec ça, c'est que ça dépend aussi de qui détient, de qui traite votre dossier. Parce qu'eux, ils sont vraiment formatés, qui veulent les diplômes. Maintenant, en fonction de qui traite, il va se dire, bon, il a l'attestation de fin de formation, normalement, ça passe. Il y a d'autres qui vont tomber dessus, il va seulement lire l'attestation, il ne va même pas vouloir lire le reste, il va dire dossier rejeté. Donc, si vous ne pouvez pas avoir le diplôme, bon, vous présentez, quitte à ce qu'on vous dit rejeté, vous savez que, bon, je ne peux pas. Mais sachez que l'idéal, vraiment, c'est le diplôme.
Il y a Et quelqu'un qui... effectivement, Lydie, juste pour renchérir ce que tu dis et que les autres doivent bien comprendre, c'est effectivement en fonction de... On s'est rendu compte dans la petite analyse qu'on a eu à faire l'année dernière, c'était ceux qui étaient beaucoup plus dans l'ARS d'Île-de-France. Parce que c'est une ARS qui vraiment avait été très sollicitée. Il y a eu beaucoup de rejets juste quand ils voyaient l'attestation. Par contre, dans d'autres ARS, ça passait. C'était passé sans problème. Maintenant, il fallait avoir besoin de faire des recours pour encore pouvoir faire passer son dossier. Donc, vraiment, s'il y a la possibilité, c'est le moment maintenant de pouvoir commencer à titiller les facultés pour qu'ils puissent vous donner ou aller retirer vos diplômes. C'est le moment, c'est idéalement ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Justement, la prochaine question parle même des régions. Comment on peut choisir la région? Quels sont les critères qui nous aident à faire ça? En fait, il n'y a pas besoin de choix de région en réalité. Si vous habitez en France, vous devez choisir la région où vous habitez. Et si vous habitez hors de la France, vous choisissez n'importe quelle région. Comme je disais tantôt, il n'y a pas d'incidence. C'est vrai qu'on va dire d'éviter le plus souvent l'Île-de-France. Si vous êtes hors de la France, ça veut dire que vous pouvez choisir n'importe quelle région. Évitez l'Île-de-France parce qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Donc, il suffit seulement qu'il y ait un petit couac dans votre dossier, qu'on ne réfléchisse même pas, on rejette, un peu comme Dr Anissé disait. Mais sinon, ça n'a vraiment pas d'incidence. C'est juste qu'en Île-de-France, c'est là où il y a le plus de médecins étrangers et c'est là où il y a le plus de dossiers à traiter. Et ils ne prennent pas souvent le temps de réfléchir un peu plus sur les papiers que vous fournissez, quoi. Donc, si votre document n'est pas traduit, on ne va même pas vous dire allez traduire, revenez. On va seulement annuler, vous dire que c'est rejeté. Donc, on pense de toute façon préparer toujours vos dossiers de sorte que ce soit irréprochable. Parce que normalement, le plus dur, ce n'est pas de déposer ces dossiers sur la plateforme, c'est réussir les EVC. Il ne faudrait pas que ce soit cette étape-là qui vous stresse. Préparez vos papiers de sorte que vous soyez irréprochable. Si vous êtes hors de la France, même si on dit Île-de-France, ça peut être compliqué. Choisissez une autre région, peu importe. Vous envoyez vos dossiers et vous préparez votre concours sereinement. Parce que vous ne deviez pas être en train de préparer le concours en même temps de réfléchir, est-ce que je serai accepté? Non, faites tout pour avoir vraiment tous vos documents. Je vois vos mains levées, ne vous en faites pas. Je veux juste finir avec ceux qui ont écrit depuis un moment dans le chat, avant que ça ne se noie parmi tant d'autres. Ah, il y a même quelqu'un, il y a Dr Lin qui avait déjà répondu. Oh, je n'avais pas vu. Mais elle a raison. D'après ce que je sais, si tu es déjà en France, tu choisis l'ARS de la région où tu te résides. Mais si tu n'es pas sur place, tu peux choisir en fonction de la région où, par exemple, tu aimerais être affecté. Bon, ça n'a pas d'incidence. Donc, on s'en fout d'être affecté ou pas. Ça n'a pas d'incidence. Tu choisis n'importe quel ARS. Au moment de faire les affectations, tu feras tes choix en fonction de ton rang. Et de toute façon, ils sont en train de dire que le prochain EVCI risque de ne même pas avoir les affectations. Bon, ça risque encore être autre chose. Bonjour, c'est payant tout ça. Ça, c'est Dr Katia, il n'était pas là au début. J'ai bien dit, les EVC, c'est gratuit. Du moins, la préparation n'est pas gratuite, mais les EVC, c'est gratuit, l'inscription. Pour s'inscrire sur la plateforme, c'est gratuit. Pour se préparer aux EVC avec Passitude, c'est 250 € le mois. Et vous vous inscrivez par n'importe quelle voie, soit virement bancaire, soit PayPal, soit Orange Money. Bon, le moyen qui vous arrange, vous nous contactez et tout ça, on vous donne les informations pour l'envoi. S'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce que je peux la poser? J'étais juste en train de défiler sur les messages. Je vous redonne la parole dans quelques minutes. D'accord, merci. Comment s'inscrire dans l'une des spécialités? Je suis gynécologue obstétricien. Oui, je viens de dire, vous nous contactez après. Je vais vous mettre le numéro WhatsApp par message, comme ça vous pouvez nous contacter. Comme je vous ai dit, le prix c'est 250 € le mois. Ça, c'était le message du docteur Safia. Entre médecine interne, médecine générale et gériatrie, que choisir? Ça, c'est une grosse question. Si vous mettez entre médecine interne, médecine générale et gériatrie,
c'est que déjà, vous avez une spécialisation en médecine interne, je suppose. Parce que vous ne pouvez pas composer en médecine interne sans spécialisation. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous voulez mettre de côté votre spécialisation pour choisir entre médecine générale et gériatrie. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Pour moi, c'est un choix personnel. Médecine générale, ses avantages. Gériatrie a ses avantages. Bon, après, vers la fin, si vous voulez, je vous détaille avantages et inconvénients par spécialité. Après, si ça peut vous aider à faire votre choix. Je suis algérienne, comment je puisse payer? Bon, un des moyens que vous trouvez, qu'on va discuter, qui vous arrange, on trouve toujours un moyen parce qu'on a des personnes qui viennent aussi de l'Afrique du Nord, donc ils trouvent toujours un moyen pour nous, pour régler les frais. La formation intense dont parlait Dr Ingrid et Dr Michel, en fait, c'est une formation qu'on a instituée parce qu'on était à l'approche du concours. Cette année, on a commencé au mois de février, on a commencé de façon light, tout doucement, ça sert à rien de se fatiguer au début, sachant que le concours est en fin d'année. Donc, c'est quand on se rapproche de l'examen qu'on va relancer cette formation intense-là. Il y a une question de docteur Julien qui dit, bonsoir docteur Lydie, moi c'est docteur Julien, j'ai 5 ans de pratique en obstétrique tout en étant généraliste. Selon ma compréhension, je dois postuler en médecine générale puisque je n'ai pas un diplôme de spécialité en gynéco-obstétrique. Votre réponse, s'il vous plaît. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est soit, puisque vous n'avez pas de diplôme de spécialité, c'est soit médecine générale, soit gériatrie, soit médecine d'urgence. Après, ce qui est bien avec la médecine générale, c'est que vous pouvez faire après les DU, d'échographie, du coup, ça vous ramène un peu à ce que vous avez l'habitude de faire en gynéco-obstétrique. En tant que médecin généraliste, vous pourriez travailler dans les services de gynéco-obstétrique. Donc, si vous êtes vraiment passionné par la gynéco, vous pourrez faire ça. Par contre, si vous faites gériatrie ou médecine d'urgence, vous allez vous oublier à gynéco, quoi. Déjà qu'en gériatrie, avoir une femme en âge de procréer, vraiment, ça sort de l'ordinaire. Donc, voilà un peu. Deuxième question, comment faire pour la spécialisation en gynéco-obstétrique? Ouais, c'est une question que beaucoup de personnes me posent. La spécialisation, c'est très compliqué en France parce qu'on vous demande de reprendre les études de médecine. Donc, vous déposez un dossier dans les universités, on vous remet peut-être en 3e année ou en 4e année au maximum et vous évoluez. Donc, vous allez passer encore 5e année, 6e année avec les ECN et en fonction de votre rang, vous prenez une spécialité. Donc, rien n'est même sûr que si vous reprenez les études de médecine, vous pourriez faire gynéco. C'est un peu compliqué. Il faudra bien travailler et avoir une bonne note aux ECN pour pouvoir choisir la gynéco, puisque la spécialisation en France fonctionne en termes de rang. Donc, après les ECN, le premier choisit, le deuxième choisit, et en fonction des postes, et ainsi de suite. Merci beaucoup pour le webinaire. C'est ma première fois et j'ai beaucoup apprécié. Félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Julien. Bonjour, y a-t-il une formation en néphrologie? Non, pas encore, docteur Mista, pas encore. On va agrandir, ne vous en faites pas, mais pour le moment, on y va pas à pas. Est-ce qu'il y a une âge limite, pour les EFC? Non, pas du tout. Il faut être en France pour participer à l'épreuve? Oui, malheureusement, oui, parce que l'épreuve est écrite et se fait à un seul endroit, en Île-de-France, à Rungis. Donc, il faut tout faire pour pouvoir être là le jour du concours. À distance, vous ne pourrez pas. Mais si vous n'arrivez pas à arriver en France le jour du concours, sachez que votre chance n'est pas perdue. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui me posent la question là. Donc, si vous vous inscrivez et qu'il arrive que vous n'arrivez pas à avoir votre visa pour être en France le jour du concours, tant que vous n'avez pas marqué votre nom sur une feuille, votre chance n'est pas partie, quoi. Merci pour ce beau webinaire. Quand commence la préparation médecine générale et gériatrie? Ça a déjà commencé. Donc, rejoignez-vous dès que vous pouvez. C'est l'important, le plus important, c'est de nous rejoindre le plus tôt possible. Ça a commencé depuis le mois de février, comme je disais. Mais on est allé vraiment mollo, de toute façon, parce que la plupart des gens qui ont commencé depuis, c'était des personnes qui n'avaient pas d'expérience. Surtout, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient une grosse expérience. Donc, on allait tout doucement, surtout en gériatrie. En médecine générale, il y avait quand même certains qui ont quand même une petite expérience.
Mais sachez qu'en gériatrie, on allait tout doucement. Urgence, même, on a commencé, mais on a dû arrêter. Et là, ça va reprendre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, je mets la pause sur les questions messages pour permettre que les gens puissent aussi s'exprimer. Je vous écoute, docteur Lowanga. D'accord. En ce qui concerne la publication de la CNG qu'ils ont publiée récemment, ils ont dit que pour 2024, donc les EVC de 2024, ils ont éliminé le classement. Genre, je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire par ça. Genre, l'ordre par classement, ils ont supprimé. Donc, est-ce que vous pouvez me donner plus d'explications sur cela? Pour vous dire vrai, c'était pas assez clair. Ils n'ont pas encore donné la. C'est vrai que quand les résultats des EVC vont sortir, on aura vraiment la note assez claire. Mais pour le moment, de ce qu'on comprend, c'est que cette année-ci sera comme les années antérieures, c'est-à-dire avant les EVC 2021, où quand quelqu'un réussissait, il partait lui-même chercher son hôpital. Donc, avant, tu réussissais le concours. Après, c'était à toi de postuler dans les hôpitaux pour dire, OK, j'ai réussi le concours et j'ai besoin de faire 3 ans. Avant, c'était 3 ans. J'ai besoin de faire 3 ans dans un hôpital. On te fait passer un entretien et tout, et on t'accepte. C'était comme ça avant. Alors que depuis 2021, tu réussis le concours, les résultats sont donnés sous forme de rang du premier au dernier, et vous êtes affecté en fonction de votre rang. Donc maintenant, ils sont en train de vouloir rentrer dans l'ancien système de ce que on comprend de l'arrêté, même comme ce n'est pas très clair, mais c'est ce que ça laisse dire, qu'on repart à l'ancien système. Donc, docteur, Voilà. si j'ai bien compris votre réponse, cela veut dire c'est que quand je suis une stagiaire associée ou bien sous le nom de FFI, c'est-à-dire faisant fonction, et que j'ai mon EVC, je peux rester dans l'hôpital où j'exerce, c'est ça? Ouais, si l'hôpital où vous exercez veut vous recruter. Ça, c'est une loi qui n'a rien à voir avec les stagiaires associés ou le FFI. C'est une loi qui s'adresse juste à tous ceux qui ont reçu les EVC. Vous dites que si vous recevez les EVC, vous allez vous débrouiller pour chercher où vous allez travailler. Et si on vous recrute, vous allez travailler à cet endroit-là. Et si vous avez la chance d'être stagiaire associé en France et que vous êtes à un hôpital qui veut bien vous garder après les EVC, c'est votre chance. Donc, ce n'est pas une loi qui s'adresse aux stagiaires associés, en fait, c'est à tout le monde. Et ça sera aux avantages, ça sera à l'avantage des stagiaires associés, justement, qui veulent rester dans leurs hôpitaux. Parce que ce qui s'est passé avec les EVC 2021 et 2022, c'est que les gens travaillaient dans leurs hôpitaux et après, c'était compliqué. On les affectait dans un endroit, dans un autre coin de la France et du coup, ils quittaient les hôpitaux, quoi. Même comme certains hôpitaux ont toujours pu garder leurs stagiaires associés par autres moyens, mais c'était un peu plus compliqué. Donc maintenant, ils sont en train de vouloir rentrer à l'ancien système. Mais on saura mieux quand on aura vraiment l'arrêté de lancement du concours et où le CNG va vraiment expliquer comment ça va fonctionner. Parce que là, on a l'arrêté, mais on n'a pas la note sur le site du CNG qui explique vraiment. Donc, voilà. Mais ça ne doit pas être trop votre préoccupation. Votre préoccupation doit être de réussir les EVC. Parce que dès que vous avez reçu les EVC, il y aura toujours un endroit en France où vous allez travailler. Ça ne doit pas vous perturber. Ça, c'est vrai qu'on le stresse toujours que peut-être quelqu'un qui a une famille en France de se dire où est-ce que je vais aller, si je pars loin, comment ça se passe. Mais ça s'organise. Ça, vous n'allez pas rester stagiaire associé 10 ans sur place. Déjà, même que c'est difficile d'être stagiaire associé pendant plus de 2 ans. Alors, parce que vous avez peur d'être affecté loin. C'est pas ça qui doit vous déranger. En tout cas, pour ma part, ça ne devrait pas être ça qui doit vous déranger. Si on décide de quitter notre pays, venir en France travailler, on essaie de vite passer les EVC, pour être autonome et travailler où on veut. Exactement. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. C'est très gentil. Je vous en prie. Je laisse prendre la parole à qui veut. J'ai mon diplôme de médecine générale. Vous me recevez ma première question. Est-ce que depuis que j'ai fini, je travaille dans le domaine de la santé de la reproduction, généralement gynéco-obstétrique? Est-ce que je peux postuler pour une formation en gynéco-obstétrique ou bien je vais choisir la médecine générale?
C'est ma première question. Et si je choisis, si j'ai la possibilité de faire gynéco-obstétrique ou la médecine générale, c'est pour combien de temps? Pour que je puisse savoir ce que ça va me coûter en coût, en termes de coût. Je ne sais pas si vous avez reçu mes questions. J'ai bien entendu votre question, docteur. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas passer les EVC dans une spécialité où vous n'avez pas le diplôme. Donc, puisque vous n'avez pas de diplôme de gynécologie, vous ne pouvez pas passer les EVC en gynécologie. Donc, et quelle que soit médecine, quelle que soit la spécialité, la préparation aux EVC avec passe études, c'est 250 € le mois. D'accord. En médecine générale, ça fera combien de mois pour que je puisse me préparer? Non, la médecine avant générale, ça a commencé depuis le mois de février. Vous nous rejoignez dès que vous pouvez. L'idéal, c'est de nous rejoindre le plus vite Oui, c'est que possible. Donc là, nous sommes le je voudrais me 26 mai. préparer, par exemple, parce que c'est écrit. Oui. L'idéal, c'est que vous puissiez commencer avec nous en juin. Mais je pense qu'après le concours, vous allez organiser une autre fois. Et je voudrais savoir c'est pour combien de mois. On va dire quoi, 5 à 8 mois. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Comme je vous disais, on a commencé en février et on va aller jusqu'en septembre en espérant que le concours soit en octobre. Bon, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Après l'année prochaine, l'idéal, c'est qu'on commence aussi tôt, pareillement. Et en fonction de la date du concours, on s'adapte. Docteur Jean-Pierre, j'espère que vous n'avez plus trop de questions parce qu'il faut que je laisse les gynécologues travailler. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Je regarde s'il y a des messages écrits. Est-ce qu'il y a une préparation pour neuro? Non, malheureusement, pas encore. Quel établissement choisir en priorité pour avoir la procédure PAE en 2 ans après la réussite des EVC? J'ai entendu dire que des fois, ça prenait plus de temps que 2 ans. Oui, c'est ça, malheureusement, quand tu fais 2 ans, tu déposes le dossier, tu attends, parce que les commissions, ce n'est pas tous les jours. Donc, on va te dire une commission de médecine générale, c'est peut-être 3 fois l'année. Donc, si tu as déposé en novembre, peut-être la prochaine commission, c'est en février. Et on ne va même pas commencer par ton dossier. Il faudrait qu'on commence par le dossier des gens qui ont déposé un peu avant. C'est ça qui complique un peu. Pendant ce temps, tu attends, tu continues à travailler, mais tu attends. Ça prend des années et parfois, quand on te répond, on te dit que ton dossier n'est pas assez complet. Peut-être pour les médecins généralistes, on va vous dire peut-être vous n'êtes pas passé, vous n'avez pas fait de stage de pédiatrie, vous n'avez pas fait de stage de gynéco. Donc, l'idéal pour avoir un bon dossier, c'est de passer dans les différents services de votre spécialité. Donc, les médecins généralistes, on leur demande de passer en pédiatrie, en gynécologie. On leur demande de faire parfois un peu de libéral et de faire de la médecine polyvalente. Donc, si tu essaies de passer vraiment dans tous ces services-là, tu auras un bon dossier et normalement, ça doit passer. Et on vous demande aussi d'être dans les hôpitaux où il y a des internes de la même spécialité parce qu'on sait que s'il y a des internes, ça veut dire que c'est un hôpital formateur. Donc, vous avez de bons dossiers aussi. Mais malheureusement, tout le monde n'arrive pas à avoir ce genre d'hôpital puisque c'est l'affectation. Donc, si tous les premiers choisissent les bons hôpitaux où il y a cet encadrement-là, toi, dernier, tu ne vas pas renoncer à ton concours parce que tu ne vas pas tomber sur un bon hôpital. Tu vas d'abord et après, tu essaies de négocier. Est-ce que tu peux aller faire quelques temps au CHU pour compléter? Ça fait partie de l'intégration en France que nous proposons. Donc, n'hésitez pas. Si vous réussissez les EVC, avec nous, on ne vous lâche pas. Vous nous contactez, il y a les conseils qu'on vous donne. Ça, c'est autre chose. Moi, je veux vraiment que vous vous disiez que maintenant, là, ce qui me préoccupe, c'est réussir les EVC parce que c'est le plus dur. Tout le reste, là, c'est une histoire de conseils.
de management de son temps et après, on y arrive toujours. Une docteure demande comment se déroulent les épreuves en présentiel dans différents ARS. Bon, j'ai répondu. C'est en présentiel et c'est à un seul endroit à Rungis, en Île-de-France. Donc, c'est juste les dossiers qui sont traités dans différents ARS. Mais après, le seul lieu de concours, c'est à Rungis. Et quand vous arrivez, vous allez vous rendre compte des tonnes de personnes qui viennent composer aux EVC. C'est un seul endroit, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes à un endroit, 5000 personnes. Ça stresse beaucoup, mais vous êtes préparé. On vous prépare à ça, on vous explique comment ça se passe, comment le jour de l'examen se passe, de telle sorte que quand vous arrivez, vous avez déjà fait votre film dans la tête et il n'y a plus rien qui vous stresse. Parce qu'il y a des gens qui arrivent seulement sur le lieu de l'examen, ils perdent leurs moyens parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Pour ceux qui ont fait des études en français, si nous sommes exemptés du test de langue, qu'en est-il de l'attestation délivrée par le doyen de votre faculté? Je pense que tu parles de l'attestation qui dit qu'on a fait les études en français. Les années antérieures, ils demandaient ça. Mais cette année, quand tu cliquais et tu disais que tu viens de tel pays, ça, bref, ils avaient déjà enregistré de telle sorte que tel pays, on sait qu'ils parlent français et on ne te demande plus l'attestation là. D'autres ont demandé. Donc, si vous pouvez déjà demander quand même l'attestation à votre université, vous envoyez un message à votre université. C'est un truc que le doyen signe ou le président de l'université signe en disant que vous avez fait vos études de médecine en français. Si vous l'avez avec vous, c'est bien. Comme ça, si on vous demande d'utiliser, si on ne vous demande pas, bah, vous savez que vous l'aviez. Je suis en Haïti. Comment je vais préparer la préparation aux EVC avec Passitude? C'est vrai qu'il y a un problème de décalage horaire. Quand vous pourriez, vous serez présent aux séances. Sinon, vous avez les séances qui sont enregistrées. Comment payer? Comment payer, c'est ça la question. Ah, honnêtement, pour Haïti, je ne sais pas. Mais en inbox, on va discuter. Vous me direz les différents moyens que vous avez dans vos pays et on voit comment gérer. Vous me direz. Est-ce qu'il y a un groupe de préparation pour médecine du travail? Je n'en sais rien. Désolé, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu ça passer quelque part, médecine du travail. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Est-ce qu'on envisage d'en créer? Bon, ça serait vraiment dans un futur lointain. Est-ce qu'une fois retenu pour le concours, le visa sera facilité? Bon, facilité, quand on dit facilité, je ne sais pas dans quoi, comment, qu'est-ce que vous entendez par facilité? Ce qui est, si vous avez votre papier, vous avez vous avez l'hôpital qui doit vous accueillir, il vous envoie le contrat de travail et c'est avec ça que vous demandez le visa. De toute façon, quand vous avez un contrat de travail pour aller quelque part, je ne vois pas pourquoi on va vous refuser le visa, hein. Dans chaque pays, on vous donne, quand vous partez à l'ambassade, on vous donne les papiers qu'il faut. Normalement, si vous avez vos papiers là, c'est comme une lettre à la poste. C'est plus dur d'avoir le visa pour aller composer le concours que d'avoir le visa quand vous avez le concours, ça c'est sûr. Bon, je prends une dernière question et je laisse les gynécologues faire leur cas clinique. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je suppose que les mains qui sont levées sont les mains de depuis. Bon, plus de questions. Oui, Bonsoir, oui. je suis docteur Rachel Djema, médecin généraliste. C'est moi qui ai posé la question sur la facilitation du visa et tout. Puisque pour aller composer, certaines personnes, enfin, moi je suis en RDC, il y a un peu de problème pour le visa. Des fois, on refuse les visas. Du coup, j'allais demander s'il y avait un papier, on donnera un papier pour aller composer, parce que pour composer, vous avez dit que c'est en Île-de-France, donc on doit être là présentement pour le faire. Y aurait-il un papier disant que nous allons composer? Il faudrait qu'on nous donne un visa et tout. Oui, il y a un papier qu'on vous donne, mais pas pour le visa, un papier de convocation. Un papier. Certaines personnes l'utilisent pour les documents de visa.
Pour d'autres pays, on dit que ce n'est pas bien vu parce que du coup, avec la convocation, on voit vite que c'est le médecin qui veut partir et on peut vous refuser. Donc, certains contournent ça en demandant, en s'inscrivant, pardon, pour un congrès. Donc, si vous avez la chance que proche de votre concours des EVC, vous avez un congrès qui va se faire là, vous payez pour le congrès. Comme ça, vous demandez plutôt le visa pour aller assister au congrès. Donc, c'est une petite astuce que beaucoup de gens font. Ok, je Oui, comprends. pour aller assister au congrès et comme ça, si on vous donne le visa, vous profitez pour présenter les EVC. Donc, voilà un peu. Puisque Mais si ça, au ici, congrès, les démarches traînent un peu, du coup, je ne sais pas si ça donnerait un décalage avec le jour du concours et tout. Je pensais il qu'il y faut aurait... il faut s'y prendre avant. Si vous vous y prenez à la dernière minute, c'est clair que ça va être compliqué. Et en plus, la période de l'été, juillet, août, c'est la période où il y a aussi beaucoup de demandes de Il y a visa, beaucoup sachant de que monde. les études, donc c'est compliqué. Bon, allez, on va arrêter comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par contre, docteur Lydie, vous avez dit au départ, pas au début, mais au milieu, que vous allez nous dire les pour et le contre, les avantages et les désavantages par rapport à certaines spécialités. Donc, on est en train d'attendre pour faire le choix, parce qu'on avait le choix à autre chose. Non, je vais vous le dire quand vous allez vous inscrire. Je garde ça pour ce moment-là. Parce que là, il faudrait que les gynécologues fassent le cas clinique avant de dormir, sachant que demain, lundi, tout le monde doit aller travailler. C'est promis. Dès que vous vous inscrivez, on en discute. D'accord, parce que nous autres, à Lyon, on s'était inscrits à la préparation des EBC pour la gynéco, mais en vous entendant parler, puisque nous sommes généralistes, nous serons allés là-bas. Du coup, nous devrions nous réorienter. Ah, d'accord. Bon, tant mieux si vous êtes au courant qu'il faut vous réorienter. Bon, Merci beaucoup. Je mets le numéro WhatsApp de Passe Études dans la conversation. Comme ça, vous pourrez nous contacter. Et sachez que vous pouvez nous contacter par mail ou sur les différents réseaux sociaux. Merci vraiment d'avoir assisté à ce webinaire. Et j'espère que ce webinaire va beaucoup vous aider.